Nous sommes en 1943. L'Axe faiblit depuis un an, et notamment sur le théâtre méditerranéen. Les Italiens et Allemands reculent. Après avoir perdu en Égypte et en Libye, ils ont évacué la Tunisie en catastrophe. Et nous sommes maintenant dans la chaleur étouffante du mois d'août sicilien. Après plusieurs semaines de résistance sur l'île, les éléments du 14e Panzerkorps s'échappent en franchissant sans aucune opposition le détroit de Messine, étendu de 3 kilomètres séparant l'île de la botte italienne. Alors, comment en sommes-nous arrivés ici? Comment et pourquoi les Alliés ont-ils pu laisser une telle proie s'échapper sans encombre? Et nous le découvrirons aujourd'hui sur AV Histoire. Revenons un peu en arrière. En juillet 1943, la poche de Tunisie a été détruite par les Alliés. Et il est alors certain que ces derniers se préparent à débarquer en Europe du Sud pour maintenir la pression. Mais alors où? En Grèce? En Sardaigne? Rien n'est sûr, mais la Sicile reste le choix le plus probable. Et les Allemands et Italiens savent que l'île est indéfendable sur une longue durée. Mais ils ne comptent pas pour autant abandonner un seul pouce de terrain. De son côté, Mussolini commande au général Guzzoni, un vétéran de la campagne de France, de préparer la défense de la Sicile. Il a alors à sa disposition 200 000 hommes et des centaines d'avions. Un chiffre qui peut paraître impressionnant, mais qui cache à peine l'état de son armée. Matériel incomplet, manque de munitions, de carburant et même d'armes, morale en dessous de zéro, fortification côtière incomplète. Et même le matériel roulant et volant à sa disposition est complètement dépassé. Pour assurer Mussolini et espérer avoir une chance sur le théâtre italien, Berlin a laissé sur place 2 divisions en cours de reconstitution qui ont échappé à la Tunisie. La 15e division mécanisée de Panzergrenadiers et surtout la division blindée Hermann Göring, renforcée d'un redoutable bataillon de tigres. Une 3e division, la 29e mécanisée, et des ressources spécifiques, comme des ingénieurs en fortification, des troupes du génie ou des parachutistes sont envoyés sur place. Ces troupes d'élite, envoyées par Kesselring, le commandant allemand, qui vient de la Luftwaffe, eh bien elles encadrent une troupe nombreuse mais quasi inefficace d'Italiens au final. Pour résumer, bien que le combat risque d'être âpre sur terre, les Alliés en revanche ont la complète domination aéronavale, et le 10 juillet 1943, sans attendre un jour de plus, l'invasion de l'île est lancée avec l'opération Husky. Au petit matin, les Alliés lancent l'assaut par le sud-ouest, sous la direction du général britannique Alexander. La 7e armée américaine et Patton débarquent sur la gauche, alors que la 8e armée britannique et canadienne de Montgomery débarque, elle, vers Syracuse, épaulée pour l'une des premières fois par des parachutistes, en préparation de la Normandie. Nous n'allons pas nous étendre sur cette opération, ce n'est pas l'idée aujourd'hui. Mais pour faire simple, il faut moins de 2 semaines pour sceller le sort de l'île. Les têtes de pont sont installées et toutes les contre-attaques se soldent en échec. Les Britanniques prennent alors la route du nord, tandis que les Américains bifurquent sur la gauche, pour objectif nettoyer l'ouest de l'île. Cependant, pour les Italiens et les Allemands, le manque d'infrastructures et le terrain favorisent leur défense. Le but est maintenant plutôt de ralentir le plus possible l'avance ennemie, tout en se repliant vers le nord-est, Messine étant le point de ralliement. Les troupes de l'Axe ont 3 atouts dans leur poche. Déjà, premièrement, la mésentente chez les Alliés. De jour en jour, les tensions montent entre Patton et Montgomery. Le premier, qui est un adepte du foncer tout droit sur les routes et aller jusqu'à Palerme. Le second, l'anglais, veut plutôt nettoyer toutes les terres, et ses troupes sont à la peine. Ensuite, les rares axes routiers, qui filent notamment de part et d'autre de l'Etna, ils peuvent être facilement piégés et défendus. Et enfin, pour finir, le commandement. En effet, Kesselring a confié les 3 divisions allemandes à un excellent tacticien, le général Hubé, un vétéran amputé d'un bras après Verdun. Décidément, on les enchaîne les mutilés sur la chaîne. Et Hubé, il est considéré comme l'un des meilleurs tacticiens de blindés allemands, surnommé Der Mensch, le mec, pour sa proximité avec ses hommes et l'importance qu'il leur porte. Et vous allez voir, ça va avoir son intérêt. Le 25 juillet, Mussolini est destitué. Et les Allemands ont perdu alors la maigre confiance qu'ils avaient envers leurs alliés. Et Hitler décide alors le retrait des troupes de Sardaigne, Corse et bien sûr Sicile. Le 29 juillet, un premier plan est mis en place pour organiser le retrait des 40 000 Allemands restants.
Et ce plan doit s'organiser sur 3 nuits. Retrait nocturne qui permet alors d'échapper aux avions alliés. Hube va porter ce délai à 5, car il entend bien évacuer ses hommes jusqu'au dernier. Et l'opération reçoit alors le nom de code Leergang, apprentissage. La péninsule dans laquelle va prendre place la retraite a une forme qui favorise un repli ordonné. L'objectif est Messine et son port, et Hube définit 5 lignes de défense successives, chacune devant être occupée pendant la nuit et la journée suivante, avant le repli, et ainsi de suite. La première zone de défense s'appuie sur l'Etna, et chacune des lignes suivantes s'appuie intelligemment sur les villages et reliefs, et réduit en taille progressivement, ce qui permet au final de libérer entre 8 et 10 000 hommes chaque soir pour leur embarquement, parfait pour embarquer tout le monde. Le colonel Bade est désigné par Hube pour organiser la défense navale et aérienne du détroit. Ce colonel est un homme très excentrique, lecteur des dramaturges grecs qui s'expriment à leur manière, tout en arborant fièrement un kilt. Excentrique certes, mais loin d'être incompétent. Il concentre tout ce qu'il a à disposition, 2 brigades de flak et tous les canons italiens qu'il traite. Pour une petite comparaison un petit peu hallucinante, je trouve, il y a plus de canons tournés vers le ciel autour de Messine à ce moment-là que dans la vallée de la Ruhr. Alors imaginez. Et tous les canons qui peuvent pas viser le ciel, c'est simple, ils visent la mer, afin d'empêcher l'approche de la marine alliée. Donc autant vous dire que le détroit est plutôt protégé. Mais il faut encore acheminer 40 000 hommes et leur matériel en 5 jours. Et pour ça, ils décident d'utiliser des navires de transport, mais aussi des frégates, des canots, et même des barges amphibies ou des plaques flottantes, on ne peut pas les appeler autrement. Ces immenses plaques, pensées initialement pour un débarquement en Angleterre, trouvent tout leur sens ici. Tout est réglé à la minute près. Un planning très précis est établi, car oui, un embarquement, c'est avant tout une question d'intendance, et la course contre la montre est alors lancée. Les défenses mises en place par les Allemands sur le détroit sont efficaces, et c'est le cas de le dire. L'amirauté alliée n'ose même pas s'approcher tant que les batteries côtières sont opérationnelles. Et de son côté, la flak rend les plus de 2500 sorties aériennes des Anglo-Américains quasi inefficaces. Il ne reste alors plus que la voie terrestre aux Alliés pour tenter d'empêcher l'opération d'avoir lieu. Dans la nuit du 8 au 9 août, Hube prévient Kesselring que la première ligne de défense est attaquée. Sans attendre l'autorisation de son état-major, qui tergiverse dans son coin, il déclenche le repli le 10 août. Chaque nuit, les défenseurs se replient comme prévu, tout en prenant bien sûr grand soin de miner la moindre route, de piéger la moindre pont et de se retrancher dans la moindre ruine. Ces combats d'usure vont d'ailleurs présager, si on y pense, la future guerre d'attrition que vont connaître les Alliés en Italie. Pour exemple, on rapporte que la première division canadienne met 4 jours pour progresser de seulement 6 km entre Bronte et Maletto. De son côté, les Anglais mettent 1 semaine pour franchir les 18 km de Catane à Riposto. La défense effectuée par les Allemands lors de cette retraite est exemplaire. Avec très peu de moyens, quelques postes défensifs hérissés de positions anti-chars et de mitrailleuses, et une ribambelle de tireurs d'élite, ils arrivent à exercer une pression telle sur les Alliés qu'ils sont obligés d'avancer au ralenti, devant se méfier de chaque maison, pouvant être défendue, voire piégée. Et les Américains ne font guère mieux sur le nord de l'île. Patton tente bien de contrer la tactique allemande de retardement en effectuant des petits débarquements tactiques sur les arrières ennemis. Cette tactique est appelée le saut de grenouille, ou leapfrog landing. Cette idée, qui a fait ses preuves dans le Pacifique, n'est que d'une utilité limitée ici. Les troupes débarquées tombent souvent dans le vide, car les Allemands ayant déjà abandonné leur position. Côté allemand, on s'en tient au plan. L'évacuation débute d'abord de nuit pour se protéger des avions. Mais la pénombre ne facilite ni l'embarquement ni la navigation. Et au final, on se rend compte que la flak interdit de toute façon le ciel aux appareils alliés. Et le repris prend place alors de manière diurne, en journée. Hube obtient un tel rendement que dès le 14 août, soit 4 jours après le début de l'opération, il n'y a presque plus personne à embarquer, et il en profite alors pour prendre le luxe d'une journée de plus et embarquer tout le matériel restant. Et étrangement, les Alliés ne semblent pas se rendre compte que les Allemands leur filent entre les doigts. Dès le 13 août, les affrontements ne se font pourtant que de manière sporadique. Ce que l'on appelle alors la course d'orgueil pour Messine,
Patton et Montgomery, elle dépend plus que de la rapidité des troupes de génie à dégager la route. Et les Américains remportent finalement la course de quelques heures le 17 août et pénètrent dans Messine. Vide. Le résultat est sans appel. 40 000 soldats et 13 000 blessés. 9 789 véhicules. 51 chars dont un unique Tigre. 160 pièces d'artillerie et plus de 17 000 tonnes d'équipements, de munitions et de carburant ont passé le détroit. Et ainsi se conclut ce que Hubbe appelle un Dunkerque héroïque, insistant sur la quasi-absence de pertes durant l'opération. Et nous retiendrons ces mots qu'il émet alors à son état-major. Après 5 semaines et demie de bataille, sur une île où l'ennemi était 4 fois supérieur en équipement et en ravitaillement, qui avait l'absolue supériorité navale et aérienne, les 3 divisions allemandes sont sur le continent, prêtes à reprendre le combat. Et les Italiens dans tout ça, vous allez me dire, bon, vous imaginez bien que les Allemands ne les ont pas prévus dans leur retraite, ils leur demandent même de simplement se rendre. Mais Guzzoni refuse de livrer ce qu'il reste de sa 6e armée. Il sait que l'Allemagne veut faire peser la responsabilité de la défaite sur son pays, et il souhaite sauver l'honneur de son armée. Il ne dispose malheureusement que d'une flotte très modeste. Un ferry, 2 petits vapeurs et 4 radeaux. Et pourtant, il parvient tout de même par un véritable exploit, occulté malheureusement par celui des Allemands, à évacuer 60 000 hommes, 20 000 de plus que les Allemands, avec moins de navires. Et avec ça, 227 véhicules, 41 pièces d'artillerie et 12 mules, oui, pourquoi pas. Alors, même si Eisenhower salue une campagne qui symbolise selon lui un chef-d'œuvre d'habileté technique, la réalité est, vous le voyez, bien plus compliquée. D'abord, les Alliés n'ont pas su ou n'ont pas pu s'opposer au retrait allemand. L'espionnage avait pourtant décrypté l'opération dès le début du mois, mais les hautes autorités sont partagées. Déjà, nous avons Montgomery. Alors lui, il affirme qu'il n'y a aucune preuve et que les Allemands vont s'accrocher au terrain comme ils l'ont fait en Afrique. L'amiral Cunningham y croit, mais il ne veut pas engager sa flotte dans le détroit, il ne veut pas rejouer un Dardanelles 2. Et même côté aérien, l'intervention de bombardiers lourds volant, trop haut pour la DCA, aurait fortement entravé le réembarquement. Mais les Alliés préfèrent les lancer sur des cibles en profondeur, comme Rome et Naples. Et seuls des appareils plus modestes sont donc disponibles, sans guère de résultats. Le succès de l'opération étonne les Allemands eux-mêmes au final. Elle souligne en outre bien la personnalité de Hubbe. Il désobéit à Hitler en personne, qui imposait le silence envers la troupe. Car il informe ses soldats de la manœuvre dès le début. Il veut leur assurer qu'ils ne seront pas sacrifiés comme leurs frères de Stalingrad. Et il mène à bien une opération complexe grâce à son excellente planification et avec l'aide de subordonnés de talent. Les Allemands n'ont pas remporté la victoire grâce au combat cette fois-ci. Mais force est de reconnaître, les Alliés ont certes conquis la Sicile. L'Italie est bientôt hors de jeu. Mais rien n'est joué, loin de là. Merci à tous de votre attention. J'espère que ce récit d'une opération méconnue, qui a pourtant été d'une importance majeure sur la prolongation de la guerre, vous a plu. Je m'excuse si certaines prononciations, notamment les noms allemands, ont été maladroites. J'avoue que cette langue n'est pas ma spécialité. Et je vous souhaite à bientôt sur de prochaines vidéos, et vous dis que l'histoire soit avec vous.